Bonjour à tous et bienvenue au Café Export numéro 8. Cette semaine, on va parler de vente en ligne et de commerce en ligne avec deux invités, Charles et Marc-Antoine. Charles étant un expert web et Marc-Antoine étant un entrepreneur qui a su bien leverager en bon français les technologies en ligne et va nous parler un petit peu de son expérience. Donc, on aura une première partie introductive sur bien évidemment l'actualité comme toutes les semaines, 10 minutes d'actualité, puis ensuite on aura un panel avec ces, ces deux personnes fort intéressantes. On va commencer le panel avec une petite présentation un peu générale sur le e-commerce et puis on pourra ensuite euh, développer quelques sujets. Je vous invite à faire part de vos questions dans la section Q&A en bas de Zoom. On se fera relais des questions à Charles et Marc-Antoine. Et si vous avez n'importe quel commentaire, vous avez toujours le chat. Jérémy et Benoît sont là pour vous aider si jamais vous avez des petits soucis. Et il est pas encore 10 heures, donc on va attendre qu'on se connecte tous. Juste pour vous rappeler, alors on avait 150 inscrits ce matin, donc on attend une audience un petit peu comme chaque semaine, aux alentours de 100 personnes participantes. Pour vous informer que le Café Export est toujours enregistré et disponible en rediffusion sur les plateformes YouTube et la page dédiée de la Chambre de commerce du Café Export. On a, pour vous rappeler, un petit sondage en cours pour revisiter un petit peu le format du Café Export, de vous demander votre avis un petit peu sur la fréquence du Café Export. Donc, si vous avez reçu un courriel dans les dernières semaines, n'hésitez pas à y répondre. Et on va faire une relance très prochainement, sûrement début de semaine prochaine, pour vous demander votre avis. On voudrait avoir le panel le plus complet possible pour orienter un petit peu la suite du Café Export. Et pour finir, bien évidemment, comme chaque semaine, je remercie bien évidemment le Développement économique Canada et le ministère de l'économie et de l'innovation pour supporter cette initiative. Et je vous rappelle que la Chambre de commerce fait partie du World Trade Association au niveau mondial. Donc, il est 10 heures. Sans plus tarder, on va commencer. On a encore pas mal de matière aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les news de la semaine avec la mise à jour gouvernementale. Euh, donc, l'ouverture de la frontière américaine pour tout le monde a été reportée d'un mois, donc au 21 juin 2020. Pour rappel, cela ne change pas les règles actuelles, c'est-à-dire que les marchandises continuent de transiter sans souci au niveau de la frontière américaine. Et ça, on l'a vu la semaine dernière avec le panel d'entrepreneurs. À date, je n'ai pas entendu d'écho comme quoi il y avait des problématiques à la frontière pour les marchandises. Donc, aucun souci là-dessus. Et bien évidemment, les personnes essentielles aussi peuvent continuer à passer la frontière pour aller travailler aux États-Unis ou autre. L'élargissement de l'aide aux entreprises, donc ça c'est le prêt sans intérêt de 40 000 dollars proposé par le gouvernement fédéral. Donc ça a été un petit peu élargi pour couvrir un peu plus d'entreprises. Donc on trouvait ça important de le mentionner. Donc notamment les propriétaires employés qui n'étaient pas couverts avant maintenant seront éligibles en tout cas à ce prêt. Si vous avez des employés sous contrat et qui ne sont pas des employés directs de l'entreprise, mais des contractuels à la pige, vous rentrez aussi maintenant dans les critères pour être éligible à ce prêt. Et enfin, les employés, si vous rémunérez vos employés à travers des dividendes, vous êtes aussi éligible à ce prêt. Donc ça ouvre quand même un peu plus, de façon un peu plus large cette aide. Et pour rappel, en fait, donc c'est un prêt de 40 000 dollars et que si vous remboursez correctement au 31 décembre 2022, donc les trois quarts du prêt, le dernier quart est offert, donc vous avez 10 000 dollars grosso modo d'offert, ce qui est quand même très intéressant. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous incite à regarder. Aujourd'hui, ça a couvert 600 000 entreprises à travers le Canada pour 24 milliards de dollars déboursés. Petit point sur les exportations de marchandises en mars 2020 pour le Québec. Donc, il y a une diminution de 5,4% par rapport à février.
C'est pas non plus une surprise. On attend avec impatience les chiffres d'avril qui devraient être encore un petit peu plus durs, mais c'est pas non plus des grosses baisses en tout cas. Ça c'est donné par Statistique Québec. Petite nouvelle, j'imagine que vous êtes tous au courant, mais la réouverture des commerces pour le 25 mai, des services de garde le 1er juin. Notamment, et les dentistes. Juste, simplement pour Montréal, il faudra attendre encore un petit peu avant d'aller chez le coiffeur parce qu'on n'a pas encore la date de réouverture des soins à la personne qui sont le 1er juin dans les autres provinces. Donc une relance de l'économie qui se fait tout doucement, au niveau du Québec, mais sûrement. Quelque chose alors c'est un peu moins gouvernemental si on peut le dire, mais le Conseil canadien du commerce de détail a publié un plan de relance sur le commerce de détail. Donc c'est plutôt bien fait. C'est quasi une boîte à outils en fait pour les détaillants en fait qui permet de bien se préparer à la réouverture et puis de passer au travers tout ce qu'ils ont besoin de passer pour être prêts pour la relance et se préparer à ouvrir leur commerce. Donc, c'est une bonne boîte à outils que je vous dirais d'aller consulter. On va passer au tour du monde. La semaine dernière, on parlait d'une difficulté de l'Europe à se mettre d'accord sur un plan de relance. Je vous dirais pas que toute l'Europe est d'accord aujourd'hui, mais en tout cas, le bon point, c'est que l'Allemagne et la France se sont mis d'accord sur un plan de relance à 500 milliards. La particularité de ce plan de relance, ce serait qu'il y a une mutualisation de la dette. C'est-à-dire que, pour faire expliquer les choses simplement, en fait, c'est que les prêts ne se feraient plus, l'emprunt de l'argent ne se ferait plus au nom de chaque État, où chaque État emprunterait individuellement, mais ce serait l'Union européenne dans son ensemble qui emprunterait et qui redirigerait les fonds en termes de dotation au pays. Ce qui va alléger les dettes des pays individuellement, mais qui va grossir la dette européenne. Mais c'est quelque chose de novateur au niveau de l'Europe qui n'a jamais été fait en termes d'économie. Donc c'est un pas supplémentaire vers plus de liens encore au niveau de l'Union européenne. De toute façon, c'était un petit peu soit ça casse, soit ça passe. À date, ça a l'air de passer. On verra par la suite. Donc, ce que ça veut dire aussi pour les PME, ça veut dire que il risque d'y avoir quand même beaucoup de mesures étatiques pour supporter les PME et les différentes entreprises en Europe. Donc, à regarder, ça voudrait dire que peut-être la reprise va se faire très très rapidement en Europe. Encore une fois, c'est un marché intéressant, donc à regarder potentiellement si vous avez déjà des actifs en Europe ou pas. L'inflation tombe sous la barre du zéro pour la première fois depuis 2009. Bon, encore une fois, ça c'est pas une grande surprise. Le Canada, comme tous les pays à travers le monde, a du mal à passer à travers la crise. L'économie est touchée lourdement, donc simplement un article intéressant. Le Brésil, lourdement atteint par la pandémie. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous ne le savez pas, la semaine prochaine, on aura un Café Export qui sera dédié à l'Amérique latine, avec notamment un représentant du Canada au Brésil et au Mexique, deux principaux marchés de cette zone Amérique latine. Donc, on aura le temps d'en parler un petit peu plus dans le détail du Brésil. Et enfin, pour finir le tour du monde, l'Afrique, la mise en place d'un fonds panafricain pour les PME. Donc, ce qu'on constate, c'est que les PME, en tout cas de l'article, ce que constate l'article, c'est que les PME ont subi à peu près 30 milliards de pertes de chiffre d'affaires en Afrique. Donc, il y a un fonds d'à peu près 2 milliards d'aides qui a été mis en place pour soutenir les PME. Donc aussi à suivre ce continent africain. Et enfin, on va passer aux bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, donc les rassemblements extérieurs autorisés 10 personnes et un maximum de 3 ménages, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va pouvoir sortir dans les parcs et re-sociabiliser. Si vous étiez très très confiné, c'est une bonne nouvelle du moment. Et ce qui projette probablement une réouverture de l'économie progressive, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La boîte à outils EDC, donc l'analyse trimestrielle des risques pays printemps 2020, donc ça c'est quelque chose que EDC sort relativement régulièrement.
C'est une analyse des différents pays et des risques pays. Donc, dans la réévaluation de vos activités à l'international, dans l'évaluation d'une ouverture d'activités à l'international, toujours intéressant de faire une petite analyse des risques pays. L'outil, la boîte à outils, donc EDC là-dessus, vous permet quand même d'avoir la plupart des informations macroéconomiques et d'avoir un petit peu la vision du gouvernement fédéral et puis des analystes sur ces pays. Donc, à prendre en compte dans vos analyses marché et dans vos études de marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit nous les poser directement, soit on pourra vous mettre en lien directement avec EDC si vous avez des questions là-dessus. Autre bonne nouvelle, donc il y a quelques semaines, on parlait de l'ouverture des candidatures pour le programme d'incubation d'HEC. Cette semaine, c'est le Santec qui ouvre son programme d'accompagnement avec une date limite des projets pour le 31 juillet. Donc ça, moi, je trouve que c'est toujours des très bonnes nouvelles que les incubateurs, les accélérateurs de Montréal et du Québec continuent, malgré la distanciation sociale, malgré les restrictions de confinement, à lancer leur cohorte. Donc, on sera toujours ravis de les soutenir dans cette démarche. Donc, un point, si jamais vous êtes une entreprise en démarrage ou besoin de passer un cap, le Santec fait partie des meilleurs incubateurs de Montréal. Donc, je vous invite fortement à regarder si ça correspond à votre projet. Et enfin, on va finir sur une petite bonne nouvelle e-commerce et puis peut-être que Charles et peut-être Marc-Antoine pourront nous en dire un peu plus là-dessus. Mais Shopify et Facebook lancent une plateforme de e-commerce. Donc, grosso modo, si je vous résume ça rapidement, ça vous permet avec la plateforme de Facebook de créer une vitrine qui gère aussi, donc une vitrine sur Facebook et sur Instagram qui vous permet aussi de gérer les stocks, etc. Donc, de vous donner un canal supplémentaire ou des canaux supplémentaires d'ailleurs de vente. Donc après, à évaluer dans votre stratégie e-commerce. Et puis, on va tout de suite passer à cette partie, à moins qu'il y ait des questions sur l'actualité. Mais j'en vois pas, si je me trompe. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je vais peut-être attendre une dizaine de secondes, puis intégrer là, en premier lieu Charles. Donc, il n'y a toujours pas de questions, donc je vais ouvrir la caméra de Charles et puis son micro. Donc, on va pouvoir le laisser débuter sa présentation. Parfait. Peut-être juste avant que Charles commence, juste pour vous rappeler, donc cette semaine, on va faire un panel avec Charles et Marc-Antoine au niveau du e-commerce et de la vente en ligne. Charles va commencer avec une petite présentation un peu plus générale sur l'état du e-commerce et sur la vente en ligne et puis quels ont été les effets du Covid là-dessus. Je pense, Charles, tu en as à peu près pour 5 minutes, c'est ça que tu nous disais, 5-10 minutes? C'est ça. Et puis ensuite, on va enchaîner sur une discussion plus informelle. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les transmettre par le Q&A. Et sur ce, Charles, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, enchanté. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin pour un petit café. Donc, on va commencer la présentation. Je pense que c'est sans, j'ai pas besoin de vous apprendre aujourd'hui que le COVID a accéléré toute la croissance justement au niveau des ventes en ligne. Donc, c'est comme si aujourd'hui on est en 2020, puis c'est comme si on était passé selon les graphiques de prévision que les analystes avaient fait. C'est comme si on est passé en 2030 en quasiment un mois. Donc, c'est complètement hallucinant la croissance que ça a eu. Ça a fait un gros stress test pour beaucoup d'entreprises en termes de processus et en termes d'organisation au niveau du commerce en ligne. Il y en a beaucoup qui avaient mis de leurs équipes à pied justement en raison du COVID, qui ont été obligés de les rembaucher et même de grossir leur équipe justement de logistique et de commerce en ligne tellement que les ventes ont explosé. Si on prend quelques cas ici, on a eu des clients, nous autres, qui en une semaine, ils ont fait le chiffre d'affaires en ligne de ce qu'ils ont fait l'année passée au complet. Donc, ils ont eu quasiment 50 fois les revenus en une semaine par rapport à la même semaine l'année dernière. On regarde au niveau de la SAQ, juste la SAQ qui a eu 200 % d'augmentation pour la SAQ qui est excellent. Donc, vraiment, on voit qu'il y a eu du monde, des organisations selon les secteurs qui ont eu des bonnes croissances, d'autres qui ont eu des diminutions, c'est certain, en fonction de ça. Ce qu'on constate aussi, c'est que
Ceux qui ont investi dans les dernières années en commerce en ligne, ça fait longtemps qu'on dit que le commerce en ligne est important, puis que le commerce de détail va être transformé, puis les gens vont commencer à acheter en ligne. Ben, c'est là qu'on a vu vraiment la différence. On entend beaucoup parler de gens qui veulent faire des sites en 3-4 semaines, faire ça rapidement. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qu'on voit vraiment, c'est que ceux qui ont investi depuis des années, qui ont passé du temps à améliorer leur marketing en ligne, qui ont mis du temps à améliorer justement toute leur logistique, leurs opérations pour vraiment avoir un thinking commerce en ligne et pas juste un thinking, on part un magasin puis on vend là. Ils ont vraiment eu des gros effets sur leur magasin en ligne. Tellement qu'aujourd'hui, je pense qu'un qui est dans une position, une compagnie qui est dans une position complètement, qui est une très belle entreprise canadienne, qui est Shopify, on en a parlé il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle passer, mais Shopify est rendu la plus grosse, de ce que j'ai lu, c'est la plus grosse capitalisation canadienne d'une entreprise. Donc, je pense qu'ils ont même dépassé au niveau RBC en termes de valeur d'entreprise. Shopify investissent beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, l'année passée, ils ont acheté un gros entrepôt automatisé aux États-Unis justement pour accélérer et ils offraient aux commerçants de mémoire là, du shipping partout aux États-Unis à 99 cents. Ils ont fait une alliance aussi récemment avec Google. Donc, maintenant, les gens qui sont sur Shopify justement pour faire leur remarketing ou faire certaines actions marketing, quand vous cherchez sur Google, là, vous avez certains produits qui apparaissent à droite, par exemple, ou en haut selon le format de votre écran. Ça, c'est ce qu'on appelle du Google Shopping. Ils ont fait une alliance justement pour faire que les sites Shopify ne facturent, n'aient plus, ça soit gratuit pour eux. Donc, c'est une stratégie justement pour, je crois, concurrencer Amazon. Donc, on voit vraiment que Shopify essaie d'aider ses clients justement à passer la crise avec différentes alliances, dont Facebook aussi, qui est possible de se créer un magasin. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais vraiment une belle entreprise canadienne. Je pense que ça vaut la peine de le soulever. Si on change de slide maintenant, ça vous donne un peu une idée par secteur, un peu qu'est-ce qui a été, où ont été les diminutions et où ont été les augmentations. Mais bien sûr, l'alimentation, on s'entend, ça a été une très grosse augmentation. Tous les cadeaux, les spécialités, l'apparel, tous les accessoires aussi, puis les vêtements. Donc, je pense que vous êtes capable de le lire. Mais le point de dire, c'est que c'est sûr, en temps de COVID, les gens ils cherchent moins des maillots de bain puis ils cherchent plus des outils. Ce qu'on a vu chez certains de nos clients, c'est dans l'utilitaire, c'est fou. Là. On a des clients, exemple, qui sont dans la climatisation, qui sont rendus à installer des climatiseurs au mois d'août. Donc, on a vraiment vu les priorités des gens ont changé. Puis, je pense que ça se reflète et beaucoup en ligne parce que les gens, leur seule manière de commander était en ligne directement. Donc, c'est à prendre à regarder aussi. Puis, c'est à vous poser, vous, la question dans quelle industrie vous vous retrouvez, puis ça va être quoi l'impact que ça va avoir directement sur vos ventes en ligne ou hors ligne. Si on continue également, ça, c'est juste pour vous montrer aussi au niveau de l'alimentation. Je pense qu'il y a eu des gros changements. Donc, c'est pas récent que tu peux commander chez IGA puis te le faire livrer. Mais je pense qu'avec la raison du COVID, les gens l'ont essayé beaucoup. On voit qu'il y a eu un spike, les gens l'ont essayé, puis il y en a certains que ça a réduit. Donc, c'est là que ça m'amène un peu à ma prochaine slide qui est importante, c'est de dire, ça ne reviendra pas comme avant. Donc, comme je vous dis, il y a eu une croissance accélérée, puis on pense que selon différentes statistiques, puis c'est basé aussi selon l'analyse des dernières crises économiques, quand il y a des crises comme ça, les gens prennent des nouvelles habitudes et ne reviennent pas à leurs anciennes habitudes. Donc, on pense qu'il y a 25-30 % de gens qui ne commandaient pas nécessairement en ligne, qui ont essayé ça, vont continuer de commander en ligne. Fait que c'est sûr, comme je vous dis, on a eu un gros spike de vente dans le mois de mars-avril à cause du COVID. Ça va redescendre un peu, mais ça ne reviendra jamais au même niveau que c'était en janvier-février. Donc, c'est important pour vos entreprises de vraiment réfléchir à numérique. On le dit depuis des années, le numérique, c'est important, le commerce en ligne, c'est important. Là, c'est devenu, si c'était votre priorité 2, il faut que ça devienne votre priorité 1. Puis l'autre point que je veux vous mentionner aussi, c'est qu'il y a assurément beaucoup d'entreprises qui sont en B2B, justement, qui ont différents canaux de distribution. Je pense que vous le voyez, mais il y a certaines faillites qui ont commencé d'être annoncées. C'est très désolant. C'est toutes des belles entreprises, que ce soit du Québec ou aux États-Unis. Mais veux pas, c'est plusieurs entreprises qui vont déclarer faillite dans les prochains temps. Puis je pense que c'est important que vous posiez la question, si vous êtes en B2B, vous avez différents réseaux de distribution. C'est lesquels de mes clients qui sont solides, qui ont un bon modèle d'affaires numérique? C'est lesquels de mes clients qui sont plus traditionnels un peu? Puis c'est sûr que je mettrais une cote de risque, si j'étais vous, plus élevée à ceux qui ont des modèles plus traditionnels
parce que ça va être dur pour eux. Donc, commencez à réfléchir à ça. Oui, moi, comme entreprise, est-ce que je vends directement en ligne? Est-ce que j'ai une stratégie numérique pour moi? Mais est-ce que mes clients avec lesquels je travaille ont aussi cette stratégie numérique-là? Parce que s'ils ne l'ont pas, c'est certain qu'éventuellement, vous allez être énormément touché avec ça. Comme, commencez à réfléchir à ça et commencez à peut-être faire, moi, ce que je ferais, ce serait une espèce de mapping de mes entreprises, de mes gros clients sont où en termes de digitalisation et en termes de vente en ligne pour vraiment être capable de voir si vous êtes prêt à l'après-crise qui va quand même, comme je vous dis, les chiffres vont baisser un peu, mais ils vont rester à un certain niveau. Donc, ça conclut un peu l'introduction que j'avais sur le COVID et le commerce en ligne. Je te laisserai la parole, Thibault. Ouais, merci beaucoup Charles. On va sans plus attendre à accueillir Marc-Antoine pour commencer le panel. C'était très intéressant et puis je pense qu'on aura encore plein de questions à te poser. Euh, Charles, euh, merci Marc-Antoine de te joindre à nous. Peut-être on peut commencer par le fait que tu te présentes un petit peu. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que tu fais Marc-Antoine? Qu'est-ce que SBI International fait? Puis quels sont vos marchés d'exportation, etc. Oui. Donc, SBI, nous, on est un fabricant de poêles et foyers. Donc, chauffage résidentiel, principalement à bois. On a commencé à faire des appareils à gaz aussi cette année, mais c'est principalement le bois et la granule de bois. Donc, ceux qui ont des foyers à bois chez eux ou à leur chalet ou des poêles à bois, c'est souvent un produit de nos marques parce qu'on a fait beaucoup d'acquisitions au fil des années. Donc, je vous expliquerai un peu comment on est positionné, mais on est dans différents segments de marché avec différentes marques. Donc, on fabrique 7 marques différentes de produits. Donc, 35% de nos ventes sont à l'export, ce qui est quand même une portion significative de notre volume. C'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours en train de grossir, notamment aux États-Unis, parce que les États-Unis sont un très gros marché de poêles et foyers. Donc, c'est un marché qu'on peut grossir encore beaucoup, mais on a un peu de vente au Brésil. On a une filiale australienne avec nos propres installations, centre de distribution là-bas pour le marché australien. Et on vend un peu aussi en Europe. On a un petit entrepôt. Puis la République tchèque est notre marché principal. Il y en a certains d'entre vous qui vont se poser des questions. Pourquoi des poêles et foyers dans des pays comme l'Australie ou le Brésil? C'est quand même des pays qui sont des très gros marchés de poêles et foyers. Ici, nous autres, au Québec, on a tous du chauffage central. C'est pas tout le monde qui a un poêle ou un foyer, mais on a tout un chauffage central l'hiver quand il fait moins 30. Dans ces pays-là, c'est souvent l'inverse. C'est pas tout le monde qui a un chauffage central, mais ils ont tout un poêle ou un foyer pour les 2-3 mois de l'année où ce qui fait 8 degrés Celsius ou 9 degrés Celsius. Souvent, c'est tout ce qu'ils ont besoin pour garder la maison confortable. Donc, des marchés comme la Californie, par exemple, c'est des marchés énormes de poêles et foyers. Donc, ça fait le tour un peu pour c'est qui SBI et qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre stratégie de distribution, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte en ligne, mais peut-être d'un point de vue plus général, peut-être de nous dire comment vous fonctionnez au niveau de la distribution, et puis après on pourra rentrer dans le en ligne par la suite. OK, parfait. Donc, pour bien comprendre, nous, quand je vous dis qu'on est dans différents segments de marché, pour faire ça simple aujourd'hui, il y a 2 gros marchés dans les poêles et foyers. Ça s'applique à beaucoup d'industries. Il y a ce qu'on appelle, nous autres, le Do It For Me, ce qui est le marché des boutiques spécialisées où moi, je veux un poêle ou un foyer, je vais dans une boutique, je parle à un professionnel, je lui demande une soumission, il me donne une date d'installation. C'est un projet clé en main. Pour des gens qui sont moins bricoleurs, le Do It For Me, c'est souvent le marché privilégié. Donc, ce marché-là, ça a environ 50% de nos ventes. C'est un très bon marché. Et on a aussi le DIY, qui est le Do It Yourself. OK? Et en Amérique du Nord, surtout, on a les Québécois, les Nord-Américains, surtout quand on voyage dans d'autres pays, on est un peuple très, très bricoleur. Tout le monde a son garage avec ses outils, ses petites choses. C'est drôle parce que quand on compare avec des pays comme des régions comme l'Amérique du Sud, où c'est un technicien qu'il faut qu'il vienne chez vous pour changer quasiment une ampoule, les autres sont tout le temps impressionnés que les gens ont leur garage, leur outil, ils font plein d'installations eux-mêmes de leurs trucs. Donc, c'est un très gros marché, le DIY, où des gens vont changer leur propre fenêtre, vont installer, vont se faire un patio eux-mêmes.
Donc, ça, c'est un marché, évidemment, dans les poêles et foyers où les gens vont s'acheter un poêle ou un foyer, vont installer leur cheminée, vont remplacer leurs choses, puis les gens doivent faire ça. Donc, ça, c'est nos deux gros marchés. Et on les a vraiment séparés parce que c'est difficile de concurrencer avec les mêmes prix, les mêmes produits, les mêmes looks dans les deux marchés parce que ce n'est pas les mêmes marges. Les boutiques spécialisées vont se prendre beaucoup plus de marge de profit. Donc, il faut respecter ça. Ils font leur saison sur 3 mois. Donc, si on essaye de leur donner les mêmes marques de produits que ce que Home Depot va vendre avec 15 % de profit en circulaire, eux ne seront jamais capables de vendre le produit. Donc, on a vraiment séparé les marques qu'on vend dans les deux réseaux. Et c'est vraiment des sites web séparés, des stratégies séparées. Donc, à la limite, le consommateur ne sait même pas qu'une marque en boutique spécialisée, c'est le même fabricant qui est derrière la marque qui est vendue en quincaillerie, tellement on a séparé ces choses-là. Donc, nos canaux de distribution, où ça va être plus intéressant aujourd'hui de discuter, ce n'est pas vraiment la boutique spécialisée parce que c'est vraiment vendu à des détaillants locaux. Donc, il n'y a pas beaucoup de commerce en ligne qui se fait. Là, quand on tombe dans le monde du DIY, là, quand on parle de stratégie omni-channel, là, comme on entend souvent, ben là, on est vraiment omni-channel. Donc, là, on a essayé d'aller chercher tous les réseaux et ça nous a très bien servi. On pourra parler des exemples particuliers à la crise, comment ça nous a bien servi. Mais quand on parle d'omni-channel, c'est qu'on va vendre à des magasins, que ce soit des Rona ou des BMR ou des Home Depot qui vont avoir le produit en magasin. On vend aussi sur le site web de ces compagnies-là, parce qu'évidemment, ces compagnies-là, les gros comme Lowe's et Home Depot, ont vraiment explosé leur commerce en ligne dans les dernières années. Donc, ils ont des sites web transactionnels, conviviables et tout. Donc, ça, on va vendre nos produits. Parfois, on va vendre à ces grandes chaînes-là. On ne sera pas en magasin, mais on va être seulement en ligne avec eux. Donc, le consommateur commande le produit et nous autres, on livre chez le consommateur, mais il l'a commandé via le site d'un Lowe's ou d'un Home Depot. Et on va vendre aussi sur nos propres sites web. OK? Donc, ça, c'est un autre réseau qu'on va chercher. Et on va vendre sur des plateformes. On va vendre sur Amazon Marketplace, par exemple, où on va avoir une très forte présence sur Marketplace. Parce que des Marc-Antoine? gens... Oui. Oui, juste pour la compréhension de tous, je ne sais pas si Charles ou toi veut donner une définition d'omnichannel, juste pour que tout le monde soit sur le même niveau et qu'on. Enfin, Ah oui, Charles, tu ben veux peut-être. Charles, vas-y, je peux y aller, mais toi, tu dois essayer de convaincre tes clients à tous les jours d'adopter une stratégie. Mais je pense que, tu sais, l'omnicanal, c'est plein de choses, bien sûr. Là. Tu sais, c'est vraiment, premièrement, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand il y a un réseau de distribution, donc un réseau de magasins, ça va être vraiment d'essayer d'avoir une interface la plus seamless possible entre quelqu'un qui vient en magasin et quelqu'un qui achète en ligne. Donc, il achète en ligne, il peut réserver en magasin, il peut se le faire livrer au magasin, il peut. Fait que c'est vraiment d'avoir la notion d'avoir un compte, une personne physique ou virtuelle, justement, derrière son écran qui est tout intégré et qui n'a pas de différence. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie omnicanal. Puis, ce qui est important aussi dans l'omnicanal aussi, c'est que maintenant, ce qu'on recommande beaucoup à nos clients, c'est de multiplier leurs canaux. Donc, ce n'est pas juste d'en avoir un. Tu sais, on parle souvent d'Amazon, par exemple. Ben moi, pour une entreprise comme SBI, par exemple, ça serait risqué, vraiment très risqué de juste avoir le canal Amazon. Probablement que ça fonctionnerait super bien, mais de la minute que tu as des problèmes avec Amazon, tu as eu quelques commandes qui ont été problématiques, puis Amazon décide que tu es mal raté, automatiquement ton chiffre d'affaires. Fait que souvent, ce qu'on dit aussi, c'est vraiment d'aller dans une stratégie multicanale. Donc, d'avoir plusieurs canaux de distribution, différents services. Donc, s'il y en a un qui descend ou qui monte, bien, vous êtes sûr d'avoir les bons canaux de distribution là-dessus. Super, merci beaucoup, Charles. Marc-Antoine, du coup, comment tu étais un peu dans le comment vous gérez, enfin, t'expliquer un petit peu c'est quoi vos différentes plateformes. Je ne sais pas si tu avais fini, mais sinon, peut-être de dire comment vous arrivez à justement, avec plusieurs canaux de distribution, au fait que bah, ils se recoupent pas, ils soient bien déterminés. Tu disais que vous aviez une marque déterminée pour quasi chaque type de client, en tout cas. Parce que le risque, c'est ça, plus on multiplie le nombre de canaux de distribution, plus on a de risques de, 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 de dupliquer, en fait, Oui. quasiment. Ben, je vous dirais que puis cette question-là est tellement fondamentale. Là, s'il y avait comme un takeaway que je pourrais vous dire que ça a évolué et ça va continuer d'évoluer. Moi, j'ai vu un changement énorme dans les 5 dernières années, je vous dirais. OK? Donc, oui, les marques qu'on va vendre en boutique spécialisée, c'est complètement différent.
Maintenant, quand on tombe dans le DIY, OK, la marque qu'on a qui est omnichannel, on ne fait pas vraiment de différence de marque. Par exemple, Drolet, qui est une marque DIY, qui est vendue, tu peux la commander chez Canadian Tire, t'as faire livrer au magasin, tu peux la commander sur le site web, tu peux la commander. Donc selon la préférence, c'est vraiment ça l'omnichannel. Le consommateur a des différentes, selon le type de produit qu'il achète, il y a des préférences sur la façon qu'il veut l'acheter, ça le faire livrer. Et nous autres, on a à peu près toutes ces options-là disponibles pour lui. Où c'était plus difficile, il y a 5 ans, c'est que là, la question que les entreprises se demandaient, c'est hey, si je vends en ligne dans tel réseau, est-ce que Home Depot va vouloir me menacer puis me dire j'achète plus de toi parce que soit que les produits sont disponibles sur ton site ou ça ne me tente pas de concurrencer avec un tel. Ces questions-là sont de moins en moins présentes. Pourquoi? Parce que tant que tes prix se respectent, nous autres, on publie des prix suggérés. Tous les détaillants, en général, veulent se faire une marge raisonnable. C'est facile à estimer la marge en général que les détaillants en ligne se font ou dans tous les types de réseaux. Et tant que tes prix annoncés sont toujours dans ces paramètres-là, c'est rendu accepté maintenant par les grandes chaînes qu'une compagnie va peut-être même avoir ses produits disponibles en ligne directement sur son site. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, il fallait vraiment se cacher, puis les grandes chaînes nous auraient menacés. Maintenant, tu as plein de petites compagnies qui sont ce qu'on appelle des digital natives, qui ont commencé avec un produit qu'ils ont inventé et ont dit ben, moi, avant de lancer un réseau de distribution, je vais essayer de vendre ça sur le web. Ça a explosé leur vente sur Amazon ou sur le web. Et là, vont cogner à la porte des grandes chaînes et disent hey, est-ce que ça vous tenterait d'avoir ce produit-là en magasin ou sur votre site? Et là, les Home Depot ou les Lowe's de répondre ben oui, mais qui nous dit que ça va marcher? Ben regardez, moi, j'en vends sur mon site, puis j'en vends tant de milliers par année, puis tout ça. Donc, il arrive déjà en présentant des produits où le fait qu'ils vendent en ligne dans d'autres canaux, c'est un fait accompli. Fait que ces grandes chaînes-là, ils ne veulent pas se priver de ces ventes-là parce qu'ils vont dire pourquoi je ne peux pas menacer la compagnie de dire ben cancelle tout ce que tu as bâti en ligne, puis tu vas me vendre à moi exclusivement. Ils vont dire non, je vais aller voir ton concurrent et tout. Et ces entreprises-là, leur stratégie, même si le même produit est disponible dans d'autres réseaux, c'est d'attacher leurs clients. Nous autres, on voit des produits qu'on va vendre même à prime sur Home Depot, à Lowe's par rapport à nos sites web. Et pourquoi le consommateur va aller chez Home Depot et Lowe's? C'est parce qu'ils ont des cartes fidélité chez Home Depot. Ils peuvent retourner le produit sans no questions asked, comme on dit. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font qu'un consommateur va préférer le site d'une compagnie ou une autre. Et ces compagnies-là commencent de plus en plus à aller chercher, à avoir des consommateurs captifs, pas juste par le prix, mais toute l'expérience qu'ils ont été capables de générer sur leur site, l'expérience positive. Donc ça, on a vu un gros changement. Et moi, je trouve ça extrêmement motivant pour les jeunes entreprises qui poussent aujourd'hui parce que avant, c'était je ne suis pas capable de lancer un nouveau produit tant que je ne suis pas listé chez une chaîne majeure en Amérique du Nord, je n'aurai pas le volume critique. Non, vous êtes capable de vous partir une entreprise aujourd'hui, vous faire une stratégie web, commencer à aller chercher de la traction, réitérer, faire de l'itération de produits et tout avec les consommateurs, puis après, aller dans la grande distribution et vous faire les dents avant. C'est rendu hyper facile. C'était pas comme ça il y a 10-15 ans. Est-ce que c'est la même chose au niveau de tes marchés internationaux? Est-ce que est-ce que tes Home Depot, tes Lowe's t'ont emmené à l'international ou tu as fait affaire avec d'autres détaillants à l'international? Et comment fonctionne le marché américain est proche, donc forcément c'est un peu particulier. Mais si on parle par exemple de l'Australie, comment tu fonctionnes en Australie entre tes canaux en ligne versus tes canaux physiques? Je ne sais pas si tu as des canaux physiques d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question parce qu'en Australie, c'était très difficile. On ne voulait pas avoir des représentants sur la route gérés parce que c'est loin comme compagnie à gérer. Fait qu'on voulait rentrer de façon facile. On est rentré seulement dans le B2C pour commencer en Australie. Donc, okay. on a loué un entrepôt avec un employé, des produits, un site web transactionnel, puis on a commencé à vendre seulement en ligne. Le gros du trafic, c'est drôle quand vous regardez les pays, puis ça, je vous conseille de faire vos devoirs. En Australie, on a mis nos produits sur des plateformes comme eBay. eBay vendait très bien. Directement sur notre site.
on n'a pas encore réalisé une vente sur Amazon en Australie. OK? Les habitudes d'achat, Amazon n'a pas la présence. Ils commencent à bâtir leur présence. Mais tu sais, les sites qu'ils vendaient en Australie, c'était des sites comme Big Pond ou d'autres noms qu'on ne connaît pas ici. Mais que là-bas, les Australiens, c'est comme leur Amazon. Puis Amazon, c'est vraiment drôle. C'est pas un site sur lequel on n'aurait pas pu se fier sur eux. Mais par exemple, en Europe, c'est possible, sans développer un réseau de détaillants, tant qu'on a une plateforme logistique, de vendre le produit sur un Amazon. Parce qu'Amazon est quand même très, très, très fort en Europe, des pays comme la France. Les gens vont acheter sur Amazon. Là où on se bute plus à un problème dans des pays comme l'Europe, c'est que les gens sont moins DIY que l'Amérique du Nord. Donc, tu as beau avoir un produit en ligne vendu, la première question, ils vont dire, pouvez-vous me recommander un installateur local? Puis souvent, en France, par exemple, on va dire, ça me prend un installateur local, non, mes assurances, les permis, les ci, les ça, tu sais. Tandis qu'en Amérique du Nord, on est un petit peu plus cow-boy quand ça vient le temps d'acheter des affaires en ligne puis le faire nous-mêmes. Donc, tu as tout un travail de réseau de partenaires à construire autour dans certains marchés pour aller accompagner ton produit jusqu'au bout, que tu as un peu moins à faire en Amérique du Nord, si je comprends bien. Oui, exact. Et ça fait une grosse différence dans la stratégie en ligne qu'on va avoir puis qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir. OK. Très intéressant. Si vous avez un produit technique, et ce qui est le cas pour nous, puis c'est du feu dans les maisons, donc on veut les gens veulent quand même faire attention. Mais pour des produits qui sont moins techniques, qui sont vraiment comme on dit en anglais, du plug and play ou des choses comme ça, ces barrières-là, peut-être, sont juste pas là. Donc, c'est encore plus facile dans ce cas-là. Charles, j'allais te dire si tu avais un petit mot à rajouter, notamment puis après je ne connais pas ton point, mais tu sais, sur comment bien évaluer les différentes plateformes d'achat en fonction des pays, comment faire ces recherches-là, si tu as des outils ou des petits trucs et astuces. Absolument. Premièrement, une des choses que je trouve intéressante, c'est qu'SBI, on s'entend, il y a quelques années, était directement dans un réseau de distribution B2B avec des réseaux de distributeurs et ils ont fait un gros chiffre pour s'en aller directement aux consommateurs, autant sur Amazon et ils ont leur propre plateforme qui s'appelle My Fireplace Product qui vendent directement aux consommateurs. Je parlais avec Marc-Antoine la semaine dernière, puis je trouvais ça super intéressant. Une des grosses choses, un des gros plus aussi qu'ils ont eu à développer leur propre plateforme, c'est qu'ils ont énormément de questions qui arrivent de leurs clients, justement, au niveau du service à la clientèle. Puis j'étais vraiment impressionné d'entendre que Marc-Antoine répond lui-même à tous ces clients-là. Il reçoit toutes ces questions-là, puis les problèmes des clients, puis c'est lui-même qui répond à ces courriels-là. Puis tu peux peut-être en parler un peu, mais ce que je trouve super intéressant, c'est que maintenant, en ayant le feedback directement consommateur, ils créent des meilleurs produits parce qu'ils disent hey, on a eu des problèmes là-dessus, on a des questions là-dessus. Fait que, ça leur permet d'améliorer leur manuel d'utilisation, ça leur permet d'améliorer leurs produits, ça leur permet, tu peux peut-être en parler un peu, Marc, là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, d'ailleurs, puis j'avais une question d'Adrien ici sur le Q&A. Au niveau de nos proportions, pour vous donner une idée, là, avant, les ventes en ligne, c'était pratiquement zéro. Maintenant, c'est 12 de notre chiffre d'affaires qui est directement en ligne. Quand je vous parle de 12 qui est directement en ligne, c'est que le consommateur l'a acheté en ligne, ça l'est fait livrer chez lui. Donc, ça n'a pas été livré à un magasin physique. Ça peut avoir été commandé sur Lowe's.com, livré chez le consommateur, soit sur nos propres sites web ou Amazon ou des plateformes comme ça. Donc, ça, c'est 12 de notre chiffre d'affaires. Maintenant, les tendances qu'on voit, Charles, puis comment il a fallu s'adapter, c'est que, évidemment, on a mis beaucoup d'efforts sur tout ce qui est photo, tout ce qui est image 3D. Ça dépend de votre produit. Hein? Autant quand vous vendez un produit, exemple, vous vendez, je ne sais pas, on parlait avec Garant l'autre fois, qui font des pelles à neige. Bon, le problème qu'eux autres peuvent plus avoir en ligne, c'est qu'ils vendent peut-être une pelle à 15$ qui va avoir 15$ de transport pour la livrer. Fait que pour le consommateur, c'est comme je paye le double de transport. Puis donc, mais d'un autre côté, je
Je pense qu'un coup que tu as vu la photo de l'appel et tu es content du nom, tu vas peut-être l'acheter sans moins te poser de questions. Nous, dans un produit comme nous, on a plus un sweet spot au niveau du transport parce que c'est des produits, admettons, de 1 000 à 3 000 $. Donc, l'écosystème de transport, c'est vraiment développé. Donc, ça peut coûter peut-être 150 $ livrer un produit de chez nous à, je ne sais pas où, en Oregon, en partant du... Tu te demandes quasiment comment le transporteur fait pour faire de l'argent en faisant ça. Donc, l'écosystème s'est développé. Le prix du transport n'est plus vraiment un enjeu dans notre catégorie de produits. Où ça va être un enjeu, c'est de dire, le consommateur se dit, ben, j'achète un produit qui va me durer peut-être 25 ans, qui va être dans ma maison, qui va avoir un feu, des normes de sécurité, pour qu'il soit beau. Ben là, acheter ça en ligne, si vous avez juste un dessin de ligne, puis juste une photo, puis vous ne répondez pas au email du consommateur quand il lui pose des questions techniques avant son achat, je peux vous garantir que vous n'aurez pas de succès. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur des vidéos, des photos 3D, toutes sortes d'angles de produits, des reviews. Les gens vont, sur un produit comme ça, les gens vont se fier sur les reviews des consommateurs. On le voit, nous autres, sur Amazon. Un produit qui n'a pas encore de review ne vend pas. Dès que tu as des reviews positives, ça explose. Parce que les gens, sur un produit comme le nôtre, s'ils sont capables de voir d'autres consommateurs qui ont dit « Excellent produit, j'ai chauffé tout l'hiver avec, c'est incroyable comment c'est fait solide », ben là, les gens, ils ont vu les photos, le look leur plaise, et là, ça les a confirmés. Ça a confirmé des choses dans leur décision. Donc ça, c'est des... Plus il va y avoir de technologies, de réalité virtuelle, de photos 3D bien faites, de réponses de vidéos, ben c'est sûr que c'est hyper favorable pour la vente en ligne de ce qu'on dit comme qu'on appelle des big ticket items, parce que les gens sont bien plus confortables dans leur achat, puis ils ne veulent pas le retourner. Là. Comme je vous dis, vous achèterez un de nos produits à 400 livres, là, descendez-les dans votre sous-sol, puis après 3 mois, vous trouvez que ça ne chauffe pas bien, là, je vous garantis que vous n'avez pas le goût de le retourner. Une grosse emphase donc sur l'expérience client, si je comprends bien. Oui. Ça, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait parce que, tu sais, ils ont changé beaucoup de choses à l'interne. Tu sais, ça a été, on va en parler vite un peu parce que je vois le temps, là, mais tu sais, ils ont changé toutes leurs opérations aussi à l'interne parce qu'avant, ils shippaient des palettes. Là, maintenant, il faut qu'ils shippent directement des produits aux consommateurs. Tu sais, fait qu'il faut que ça soit bien emballé individuellement. Tu sais, c'est vrai, quand on parle d'une transformation digitale, c'est ça, c'est d'être capable de transformer l'organisation au complet pour être capable de répondre aux besoins du consommateur puis d'y donner une expérience client qui est hors du commun à travers ça. Puis je pense que Marc-Antoine l'ont super bien fait dans leur virage aux consommateurs là-dedans, autant au niveau, on parlait tantôt justement de logistique aux États-Unis. Ben, au lieu de justement de shipper du Canada, que le produit reste pogné aux douanes à un certain moment donné pour des commandes, que ça reste pogné aux douanes, le client ne comprendra pas que ça reste pogné aux douanes puis que ce n'est pas de ta faute puis c'est de la faute aux douanes. Là, fait que, SBI, dès le début, ils ont utilisé un entrepôt aux États-Unis, ils ont shippé du stock là-bas, fait qu'ils sont capables de garantir à leurs clients que la date de livraison qui est écrite sur le package, ben, va être respectée. T'sais. Fait que c'est ça qui est important. T'sais, si j'ai un mot à vous dire aujourd'hui, c'est l'expérience totale de peu importe la plateforme que vous utilisez, ça reste votre marque qui va être là. Fait que même si tu achètes chez Canadian Tire ou chez Lowe's aux États-Unis, puis c'est un Drolet, ben, le client va se souvenir que c'est un Drolet puis l'expérience était mauvaise. T'sais. Fait que peu importe ce que vous avez, il faut que votre expérience multicanale, que ce soit par des détaillants, que ce soit vous direct ou que ce soit par des marketplaces, votre expérience doit être uniforme en termes de prix, doit être exact en termes d'information, puis en termes d'inventaire, puis en termes de ce que votre promesse à votre client, puis doit être également exceptionnel au niveau du service pour que dès qu'il y a un problème, bien, vous le faites. C'est là que vous allez voir vraiment les reviews être bons. Puis Amazon, il y a 2 affaires qui fait son algorithme. La vitesse des ventes puis les reviews. Donc, si tu as des ventes qui se font sur Amazon puis tu as des bons reviews, vous allez voir, il va y avoir vraiment une bonne croissance. Si je saute un peu sur ta plateforme, sur ta question au niveau des différentes plateformes d'achat, il y en a plusieurs. Juste aux États-Unis, si on prend le cas d'SBI, au Canada, SBI, en termes d'Amazon, est beaucoup moins fort en pourcentage des ventes en ligne, est beaucoup moins fort que ce qui peut l'être aux États-Unis. Donc, pour vous donner une idée, aux États-Unis, ils sont rendus à plus de 100 millions de membres Prime. Fait que ça, Amazon, des membres Prime, c'est des membres qui vont payer 80-100 US par année, pour avoir la livraison gratuite et avoir certains avantages au niveau d'Amazon. Donc, ils sont rendus vraiment
Amazon, ce qu'on dit, c'est que c'est le moteur de recherche de produits. Tu cherches un produit, le monde va commencer par Amazon, ils vont aller sur le produit, ils vont voir, ah, c'est un produit de drolet, je vais aller sur le site voir les specs, hein, il y a des bons reviews, Fait qu'ils vont se promener, mais ils vont vraiment commencer leur achat. Fait que pour choisir les bonnes plateformes, ça dépend des marchés. En Europe, Amazon est moins fort, ils ont d'autres plateformes. Aux États-Unis, fait que moi, ma recommandation, c'est qu'il y a différents outils qui peuvent vous permettre d'analyser les ventes en ligne de ces différentes plateformes-là. Il y a même des outils qui se sont développés pour les plateformes spécifiques. Donc, par exemple, sur Amazon, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Jungle Scout qui va vous permettre de voir, moi, je peux aller avec ça, même si je n'ai pas accès aux ventes d'SBI, je peux taper, OK, poêle, un foyer de telle affaire. Puis cet outil-là va me montrer, c'est juste précis à 99,9 ça va me montrer le nombre de ventes qu'il y a eu, le nombre de reviews et le montant moyen, justement. Donc, vous êtes capable de faire un peu de prospection. Ma meilleure recommandation, c'est essayer. Essayez. Embarquez sur une plateforme, essayez-le, apprenez avec ça. Essayez de lire sur Internet ou vous accompagner d'experts qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Mettez vos produits, listez vos produits, mettez des belles images, essayez de changer des fois des phrases, des mots, mettre des reviews. Vous allez voir, hey, ça a marché super bien cette initiative-là. Donc, tu sais, il n'y a pas une recette magique en ligne, il y en a plusieurs. Il faut que vous essayez des choses. Des fois, vous allez faire des bons coups, des fois, vous allez faire des mauvais coups. L'important, c'est vraiment d'essayer et d'essayer de trouver qu'est-ce qui marche pour trouver, vous, vos consommateurs par rapport à votre produit. C'est vraiment ça la clé. Merci beaucoup, Charles. Je vois le temps qui file et puis je sais que Marc-Antoine a une petite contrainte de temps. Je voudrais juste entendre sur deux points et puis après, je vais t'envoyer les points et puis je vais te laisser développer. Je sais on parle beaucoup aux États-Unis de buy local, buy American ou made in America. Donc, ton petit sentiment là-dessus. Puis après, vu que je veux pas t'interrompre, juste entendre sur un peu tes perspectives sur la suite, la relance économique, comment vous la percevez et comment tu vois tes marchés export se développer dans le futur. Comme ça conclura un peu ton point et puis après, on pourra te laisser aller. Je sais que tu as une obligation dans pas trop long. OK, ben merci. Puis, dans le fond, il va y avoir 3 points que je vais faire assez rapidement parce qu'il y avait une excellente question dans le Q&A de Mourad qui se demandait comment vous êtes allé chercher la visibilité pour augmenter vos ventes en ligne. Ben, dans les différents canaux, il y a plein d'outils. Puis, comme Charles disait, ça dépend du commitment que vous décidez que vous mettez comme organisation. On est tous des consommateurs. Moi, je me suis analysé comme consommateur. Puis, je vais prendre juste un exemple d'Amazon comme canal de distribution. Je suis un acheteur Amazon, puis je voyais bien que Amazon me proposait des produits quand j'en regardais un et tout. Puis, quand au début, on a branché notre système sur Amazon, on a commencé à vendre des produits sur place de marché, mais on n'a pas mis de science derrière ça. Nos ventes ont vraiment augmenté quand on a engagé quelqu'un à temps plein qui passe son temps à analyser ces plateformes-là, puis utiliser les outils gratuits d'ailleurs qui sont à la disponibilité des utilisateurs, exemple de Marketplace, pour prendre cet exemple-là, pour quand quelqu'un regarde le produit d'un concurrent, ben il te propose le sien aussi. Il y a toutes sortes d'affaires à faire, mais c'est rendu tellement développé que c'est impossible d'aller chercher le maximum de ces outils-là si vous n'avez pas des gens dédiés à faire que ça et qui comprennent ces choses-là. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas du monde dédié, vous pouvez donner des mandats à des firmes comme Charles qui ont développé, qui nous ont aidés au début, qui connaissent ces plateformes-là, qui peuvent vous aider à aller chercher de l'exposure. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment en mettant des gens dédiés à ça qu'on a été capable d'aller chercher l'exposure. Puis Facebook, c'est la même chose. Hein. C'est inimaginable les affaires que vous pouvez faire sur Facebook maintenant. Il y a des cours qui se donnent là-dessus en ligne ou à l'université, si vous voulez. Fait que c'est pas... c'est ça. Au niveau du buy local, ça dépend de vos produits. Nous, on ne voit pas à date d'impact sur le type de produit qu'on vend. Je n'ai pas de l'expérience avec toutes sortes de produits, mais nous, on vend un produit de chauffage. Les gens, c'est important qu'il y ait une durabilité. On est un Made in Canada. Le Made in Canada dans notre industrie, je vous dirais que si j'avais à ranker un produit, un pays dans le monde pour un chauffage au bois qui est probablement le mieux perçu, c'est le Canada. Donc vous allez aller à peu près n'importe où, puis vous dites je suis une entreprise canadienne, puis je fais des poêles à bois. Eux autres se voient l'hiver blanc, les arbres, la forêt. Et le consommateur dit
si ça chauffe les maisons canadiennes, ça doit être un bon produit pour la Californie, par exemple. Donc, puis je pense que c'est vrai pour plusieurs industries. Le Canada a une excellente réputation comme règles de droit, façon de faire les affaires, qualité des produits. Donc, nous, on n'a pas vu d'impact, on sentait qu'on se sentait boycotté. Même qu'on a vu un impact positif. On s'est fait des logos Made in North America. Là. Quand il y a eu un peu toute la chicane avec Trump et la Chine, puis les gens disaient bye, ben, on a eu un impact positif de ça où les consommateurs américains nous écrivaient constamment. Pouvez-vous me confirmer que votre produit est bien fait au Canada? Je ne veux pas que le produit soit fait en Chine. Okay? Mais quand on leur disait qu'il était fait au Canada, pour eux, là, c'était fait en Amérique du Nord, puis ils encourageaient leurs partenaires de la Deuxième Guerre mondiale, puis ça, c'était bon. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Au niveau des perspectives, pour répondre à ta question sur ça, moi, c'est ce que je vois présentement dans le marché. Là. Vous avez toutes vos entreprises où je n'ai pas la science infuse. On sent qu'il y a une reprise plus rapide que prévu. Moi, je pense que le déconfinement semble se faire plus vite qu'on pense dans les entreprises. Oui, les gens ont eu peur, mais je ne dis pas, je ne prends pas position là-dessus, mais je crois que les gens, un coup qu'ils commencent à déconfiner, c'est pas long qu'on reprenne nos vieilles habitudes. Donc, je crois que l'économie, autant c'est arrivé extrêmement rapidement, cette crise-là, autant je crois qu'on peut s'en sortir rapidement. Faut quand même rester prudent. Je suis d'accord pour une chose, par exemple, je crois que cette crise-là a, pour plusieurs consommateurs qui étaient des adoptants tard, disons, donc qui adoptaient les comportements d'achat en ligne plus tard que les autres, ça a forcé plusieurs personnes à acheter en ligne pour la première fois certaines choses qu'ils n'auraient jamais pensé acheter en ligne. Ils ont acheté un réfrigérateur en ligne pour la première fois. Ils ont dit, jamais j'aurais pensé acheter un réfrigérateur en ligne. Je l'ai fait livrer chez nous, ça a été super bien. C'est bien plus facile qu'emprunter le truck du beau-frère et aller le chercher chez... Et là, ils ont aimé l'expérience. Et je suis d'accord avec Charles, cette expérience-là d'achat en ligne va probablement rester. Puis on est allé chercher plein de nouveaux acheteurs en ligne qu'on aurait peut-être été chercher dans les 5 prochaines années, mais qu'on est allé chercher 5 ans d'avance. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui va rester et qui est extrêmement positif pour le commerce en ligne. Donc, un développement du commerce en ligne. Oui. Et je resterai dans nos perspectives. Là, c'est bien, c'est SBI, c'est bien personnel à nous, mais je crois que ça va toucher. Il y a beaucoup d'industries qui ont été touchées, la restauration, les hôtels, ils n'ont pas fini. Eux, je crois que eux sont particulièrement touchés. Nous et d'autres, on est dans des industries où les gens ont coupé sur leur voyage, les vacances en famille qui auraient coûté 10 000 ça ne se fait pas et tout. Mais les gens n'ont pas nécessairement perdu leur emploi, c'est juste qu'ils sont moins mobiles. Cet argent-là va se dépenser ailleurs. Donc, tout le phénomène de cocooning, on rend la cour arrière plus attrayante. On va peut-être passer plus de temps à la maison. Faudrait être confortable. On va changer le foyer. Je crois que ça va avoir un impact positif dans plusieurs industries. Donc, il n'y a pas juste du négatif dans ça. Donc, sur ce. Écoute, merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est quasiment aussi le fun de s'acheter un poêle que d'aller visiter Paris, je pense. Ouais. Je suis pas certain, mais bon. On ne se positionnera pas là-dessus non plus. Merci beaucoup en tout cas Marc-Antoine, on va te libérer parce que je sais que tu as une obligation à 11 h. Charles, si tu le veux bien, j'ai juste une petite dernière question pour toi. Merci Marc-Antoine encore une fois. Peut-être on peut finir Charles, puisque l'heure file, mais peut-être une dernière question pour toi sur les tendances du e-commerce après la crise. On a déjà dit que les habitudes de consommation allaient changer radicalement. Puis, c'est quoi ta vision des tendances? Et puis, c'est quoi le conseil de do and don'ts que tu donnerais aux entrepreneurs qui vont améliorer ou en tout cas essayer de mieux se positionner en ligne? Personnellement, je pense que on s'entend avec toutes les belles initiatives que le gouvernement a mises au niveau de l'achat local. Moi, je mettrais de l'avant vos produits. Je pense que ça, c'est vraiment mon feeling à moi personnel. Je pense que les gens vont chercher de plus en plus des produits de qualité, des produits qui sont faits, ça ne leur dérangera pas de payer un petit premium, mais que ce soit des produits qui ont été fabriqués local. Et
Je pense que les consommateurs, la nouvelle génération était très forte là-dessus et je pense que ça va s'amplifier aussi également. Je pense que les gens vont acheter, les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des expériences. Puis je pense que les entreprises qui mettent leurs valeurs de l'avant, qui ont fait des bons coups pendant la crise, qui ont des valeurs environnementales, qui ont des valeurs de service à la clientèle, qui ont des valeurs. Bref, les entreprises que ce n'est pas juste basé sur le prix, mais vraiment sur l'expérience produit au complet, l'expérience d'achat complète de leurs produits. Je pense qu'ils vont avoir vraiment des belles places qui vont se créer là. Puis je pense que ça va être vraiment le gros différenciateur, là. Les gens je pense que ça les a fait réfléchir à la surconsommation, un peu cette crise-là, et l'impact environnemental et les différents impacts que ça a d'acheter tout le temps le produit le moins cher qui est fabriqué en Chine, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir en tout cas, j'espère qu'il va y avoir ce changement-là. Puis des discussions que j'ai avec différents commerçants, différentes entreprises, j'ai l'impression que ça. Le do, not do, allez pas trop vite. Si vous n'êtes pas présent en ligne, prenez le temps. Honnêtement, d'investir des grosses sommes d'argent pour espérer votre boutique en ligne, là, si vous créez un nouvel espace, ça va prendre 1 an facilement avant que vous voyez des ventes substantielles là-dessus. Fait que, essayez pas de faire un programme d'urgence, de créer un site Internet en ligne, puis de dire hey, je crée un marketplace, je m'en vais sur Amazon, puis ça va nous sauver de la crise. Non. Commencez à vous sauver de la crise, mettez ça en place. Ça va prendre du temps, il va falloir que vous ayez cherché des reviews, vous investissiez en publicité, améliorer votre contenu produit. Tu sais, c'est un journey, le commerce en ligne. Ce n'est pas juste un site transactionnel. C'est ça la différence qu'il y a à faire. Fait que si vous essayez d'aller trop vite, ce que ça va faire, c'est que vous allez investir beaucoup d'argent, vous allez brûler vos ressources là-dedans, et après ça, vous allez réaliser d'ici 1 mois ou 2, hey, ça ne vend pas autant. Donc, moi, mon point, c'est je comprends la crise, je comprends que c'est très dur pour des entreprises, puis je pense qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble de cette crise-là, mais prenez votre temps d'établir les bonnes stratégies, puis surtout, faites un virage d'entreprise. Ce n'est pas juste créer un site Internet pour vendre certains produits en ligne qui va vous sauver de la crise, c'est vraiment faire un service d'entreprise, puis posez-vous la question, mon consommateur en 2021-2022, comment est-ce qu'il va vouloir acheter mon produit? Il est où la place pour mon produit? C'est quoi les valeurs qu'il recherche mon client? C'est quoi qu'il va vouloir acheter chez un produit? C'est quoi l'expérience qu'on va lui offrir aussi? Puis en fonction de ça, bien, commencez à designer votre modèle d'affaires en fonction vraiment de votre client. Et là, vous allez voir, c'est vraiment là que vous allez voir des bonnes croissances en ligne, puis vous allez être super heureux d'avoir investi dans le en ligne. Mais essayez pas d'aller trop vite. Et le commerce en ligne n'est pas une technologie, c'est d'abord des humains, c'est d'abord des processus, c'est une expérience complète que vous offrez à votre client. La technologie vient supporter ça, mais la technologie seule ne fera pas le travail là-dessus. Bah, je pense que c'est un super mot de la fin et puis c'est important de prendre son temps. C'est une industrie qui évolue aussi très rapidement, le consommateur évolue très rapidement, donc pas trop investir tout de suite et garder des ressources pour la suite et puis pour pouvoir adapter. Comme on l'a dit, c'était un peu un processus de test and learn, grosso modo. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Charles, de ton intervention. Je pense que ça a été utile pour tout le monde. Désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions. On va faire un petit récapitulatif des différentes questions et puis on va les transmettre à Charles et Marc-Antoine pour voir s'ils veulent en répondre à certaines en direct. Donc, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Si on ne les a pas toutes notées là, vous avez mes coordonnées dans la présentation. Envoyez-les nous par courriel et puis on se fera un plaisir de les rediriger vers Charles et Marc-Antoine. Sur ce, merci beaucoup encore, Charles, de t'être joint à nous pour ce Café Export. Il me reste quelques minutes pour conclure. Comme je vous disais, la semaine prochaine, on aura un Café Export qui sera dédié à l'Amérique latine avec les représentants du Canada, au Mexique et au Brésil, avec l'intervention d'une entreprise qui est présente notamment au Mexique, la Petite Bretonne. Donc, encore une fois, on essaye toujours de faire intervenir des entrepreneurs pour que vous ayez une vraie vision terrain. Il me reste aussi à vous signaler que, comme je le disais au début, on est en train de faire un sondage pour voir un petit peu l'évolution du Café Export. On a besoin de votre avis. On a besoin de votre avis pour de rester pertinent à la fois dans le format, dans la fréquence, dans les intervenants. Donc, n'hésitez pas à remplir ce sondage. On vous demande un petit peu quelle est votre vision du Café Export, quels sont les sujets que vous voulez aborder dans les prochains mois. On va vous le renvoyer aussi par courriel très prochainement, mais vous avez le lien du sondage directement dans la présentation d'aujourd'hui. Bien évidemment, tous les Cafés Export sont disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce
ou sur la page dédiée du Café Export sur notre site de la Chambre de commerce. Et il va me rester à vous souhaiter une bonne fin de journée et profitez bien du soleil et de ce week-end ensoleillé. Et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.